Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webcast Podium de la relation client organisé par Bearing Point et Kantar en partenariat avec Relations Client Mag et Lefebvre Dalloz. Je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse d'être là ce matin. Je suis Muriel Montero, associée expérience client chez Bearing Point, aux côtés de Karen pour animer. Bonjour Karen. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et je suis Karen Tartour et je dirige l'expertise expérience client chez Kantar. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir à nos côtés Sandra Hadji, directrice expérience client chez Nespresso. Bonjour à toutes et à tous. Avec nous également, directeur général de la Maïf, Pascal Demurger. Bonjour Pascal. Bonjour. Et également Franck Marotte, président et CIO, c'est ça comment le titre de Toyota France. Voilà, c'était ça les deux termes. Bonjour à tous. Alors, avant de partager les principaux enseignements de cette édition, nous allons revenir sur les lauréats de cette année, les résultats 2024. Vous allez voir donc s'afficher les grands gagnants, chacun dans sa catégorie. Et aujourd'hui, à nos côtés, nous avons ici représenté les 3 lauréats du podium général, les 3 premiers. Alors, félicitations à tous, félicitations à toutes les équipes qui, derrière et au quotidien, œuvrent pour délivrer l'excellence client pour chacune de vos marques. Petit rappel peut-être sur la méthodologie de l'étude. Oui, Muriel, effectivement, donc le podium de la relation client, il s'agit d'un baromètre de référence que nous réalisons entre Kantar et Bearing Point depuis plus de 20 ans. On interviewe un échantillon de Français de plus de 4000 personnes qui s'expriment sur les marques dont ils sont clients et avec lesquelles ils ont eu une interaction récente. Ce sont plus de 200 entreprises, exactement 216 entreprises d'administration qui sont évaluées dans 10 catégories, 10 secteurs d'activité différents. Alors, le modèle qui est derrière le podium de la relation client est un modèle d'excellence qui repose sur 3 piliers. Vous les voyez s'afficher ici à l'écran. À gauche, le pilier exécution qui relève de l'excellence opérationnelle. Au centre, le lien, la capacité qu'ont les marques à nourrir et entretenir la relation avec leurs clients. Et enfin, le pilier émotion qui est cette capacité à rendre cette relation unique et à ancrer la relation avec la marque. Derrière chacun de ces piliers, on va trouver 5 critères. Si on revient sur celui de l'exécution, on va trouver des critères tels que la traçabilité, l'effort client ou encore la cohérence multicanale sur laquelle nous reviendrons ce matin. Sur le lien, nous retrouverons des critères tels que la personnalisation, la pédagogie ou encore la clarté des contenus. Et enfin, sur l'émotion, des critères importants comme la reconnaissance de la fidélité, l'effet de surprise ou également l'expérientiel, cette capacité à faire vivre des moments agréables en dehors des moments de transaction. Alors, revenons justement sur ces 15 critères et sur les 5 plus importants parmi ces 15. Les marques qui sont avec nous aujourd'hui s'illustrent et répondent parfaitement aux attentes des Français sur ces critères. En premier lieu, on va retrouver l'effet de surprise. En second, la personnalisation de la relation. En troisième, la reconnaissance de la fidélité. En quatrième, la co-création, qui est cette capacité à tenir compte des retours des clients pour faire évoluer les produits et les services de l'entreprise. Et in fine, l'expérientiel, comme je l'évoquais juste avant, faire vivre des moments agréables en dehors de la transaction. Et bien effectivement, les marques qui s'illustrent aujourd'hui sont des marques qui répondent bien à ces attentes. Un client qui veut être reconnu, qui veut être connu, qui veut effectivement qu'on lui donne des marques d'attention et non pas uniquement dans les moments d'échange et les moments d'achat, de vente avec la marque. Mais mieux encore, eh bien, il s'agit de demander à nos lauréats qui sont avec nous aujourd'hui quelles sont leurs clés de succès. Oui, alors Sandra Hadji chez Nespresso et vous êtes donc premier du podium général, premier dans la distribution spécialisée cette année. Félicitations. Pouvez-vous nous partager quelques clés de ce succès ? Alors, avant de vous partager les clés du succès et quelques secrets, je tenais à dire effectivement merci. Merci à Kantar et Bearing Point pour cette étude. Merci aux Français d'avoir évalué si bien Nespresso. Et pour nous, c'est une occasion vraiment de célébrer, comme tu l'as mentionné, Muriel, l'engagement, le travail de tous nos collaborateurs. Et aujourd'hui, 80% de nos collaborateurs sont en contact direct avec nos clients. Donc, ce sont les acteurs principaux de ce succès aujourd'hui.
bien évidemment sans oublier ceux en arrière-scène, hein, les ressources humaines, les SIT, la finance, le marketing, bien sûr les opérations qui créent avec nous cette expérience au quotidien. Et je pense que aujourd'hui, en plus, on est dans le mois de la célébration chez Nespresso, alors pour ce podium et en plus pour cette certification de 2 ans de B Corp. Et pourquoi je le mentionne parce que c'est une des clés du succès, d'avoir cet engagement clair auprès de créer une expérience unique pour nos membres du club, pour aussi avoir des pratiques opérationnelles durables, travailler sur le bien-être et le être bien de nos collaborateurs, tout en travaillant aussi pour nos communautés. Donc cette quête de l'excellence, je pense que c'est effectivement une des premières clés du succès, de se dire que la qualité, la perfection, c'est jamais une coïncidence. C'est un travail qui n'est pas fait au hasard dans les détails. Et voilà. Et chez Nespresso, on a vraiment cette quête de l'excellence, cette quête de la perfection, c'est toute cette aventure, comme on peut le voir au travers de nos produits, hein, du grain à la tasse, pour créer ce café d'exception, tout en ayant un impact positif. En fait, on cultive nos interactions clients de la même façon. Et je terminerai aussi par 2 autres points, 2 autres clés. Donc, j'ai mentionné effectivement ce contact direct avec nos clients. Au travers d'un réseau omnicanal qui offre un large éventail, hein, nos boutiques avec des expériences incroyables, le web, les applications, le service à distance et tout le travail avec nos partenaires distributeurs machines. Donc, cette quête de l'excellence, elle part aussi du principe que rien n'est acquis. De faire preuve d'humilité. Je pense qu'on en parle beaucoup. Nous, ça fait partie effectivement de l'ADN de cette marque, qui est de se dire que on doit continuer à se remettre en question, on doit continuer à innover, qu'on peut toujours faire plus, on peut aussi faire autrement et on peut toujours faire mieux. Donc voilà, et, en quelques exemples, collaboration incroyable avec Café Joyeux, de soutenir cette superbe et incroyable association, ou encore le lancement de notre gamme de capsules en papier compostable à la maison, qui est là pour répondre aux attentes de nos clients et de leur offrir aujourd'hui le choix. Voilà. Merci beaucoup Sandra. Alors Pascal Demurger, vous avez à cœur à la manif d'apporter une attention sincère à l'autre, au monde. Vous avez était sur le podium depuis la première heure pour l'assurance, 14e fois sur le podium général. Ouais. Alors, je crois que tout le monde a envie de savoir comment on y arrive. Oui, alors je suis pas sûr que je vous livre tous les secrets de fabrique. Je crois qu'il y a 3 choses qui ne sont pas nécessairement toutes intuitives d'ailleurs. Hein. La première, c'est clairement la cohérence, la symétrie entre la culture interne et la relation client que l'on souhaite offrir. Moi, je crois beaucoup à ça. Un salarié qui est bien dans son travail fait bien son travail. Hein, et un salarié qui est bien avec son entreprise, qui est en phase avec son entreprise, pour lequel il n'y a pas de tension, qui épouse finalement à la fois la culture, les valeurs et même la stratégie de l'entreprise, devient le meilleur ambassadeur de la marque. Et d'ailleurs, je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder ce matin. Je voudrais les saluer parce que ce prix, c'est d'abord le leur. Hein, ce sont eux qui au quotidien font ce prix. Donc moi, je crois beaucoup à ça et ça passe par des choses extrêmement concrètes. Hein, laisser beaucoup plus de marge de manœuvre aux conseillers, aux gestionnaires de sinistres. Évidemment, ça enrichit le travail d'abord. Hein, c'est une marque de confiance de l'entreprise à l'égard des collaborateurs. Et puis, ça enrichit la relation client. Ça veut dire un niveau d'exigence extrêmement élevé sur le recrutement pour s'assurer. Et c'est pas facile toujours, hein, surtout dans le contexte que l'on connaît du marché du travail, pour s'assurer qu'effectivement les collaborateurs qui vont nous accompagner, généralement très longtemps d'ailleurs, il y a une grande fidélité, répondent bien aux exigences comportementales, culturelles que l'on souhaite avoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sans doute contre-intuitive, c'est au fond ce que j'appellerais une sorte de sobriété commerciale. Ne pas vouloir chercher à tout prix
vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais s'adapter non seulement aux besoins, mais j'allais dire aux intérêts du client. Et préférer défendre les intérêts du client, plutôt du sociétaire chez nous, plutôt que les intérêts immédiats de l'entreprise. Ça veut dire être capable de renoncer à des ventes, être capable de conseiller le sociétaire ou le prospect en lui disant bah non, ne prenez pas ce contrat, celui-ci suffira largement et il est moins cher. Peut-être même résilier ce contrat qui est devenu inutile dans votre situation. Alors ce sont des renoncements à du chiffre d'affaires, etc. Mais derrière, c'est évidemment beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de fidélité de nos sociétaires. Et à la fin du jour, bah, en réalité, ça sert à la fois évidemment les intérêts immédiats de nos sociétaires, mais aussi ceux de l'entreprise, parce que la fidélité, c'est quand même un peu la martingale dans un métier qui, au fond, est une forme d'industrie sur abonnement. L'assurance, on reste assuré chez son assureur. En tout cas, l'objectif, c'est bien de fidéliser. Et puis le troisième point, qui aujourd'hui devient vraiment important, c'est le fait que la marque, que l'entreprise soit capable de montrer la réalité de ses engagements. La Maif est connue peut-être comme une des entreprises en France les plus engagées pour l'environnement, sur les sujets sociaux, d'inclusion, de diversité, d'égalité, etc. Elle le fait elle a ses engagements, elle porte ses engagements dans tous ses métiers, mais il faut aussi porter ses engagements dans les offres que l'on propose à ses clients. Une assurance vie qui va être complètement ISR, investissement socialement responsable. Ça veut dire développer en avance de phase par rapport au marché des contrats d'assurance vélo, par exemple, ou sur les mobilités douces. Ça veut dire promouvoir, nous avons été les premiers à le faire il y a déjà bien longtemps, la réparation avec des pièces recyclées, etc., etc. En tout cas, que le client sente la réalité de l'engagement de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Alors, je me tourne vers Franck. Toyota, donc premier de la catégorie automobile, sur le podium général aussi, bravo. À quoi attribuez-vous cette réussite? Et on voit notamment que ces critères de responsabilité, de pédagogie sont excellemment bien notés par les Français. Alors, déjà, je voudrais dire que c'est une grande fierté pour un industriel automobile d'être sur le podium. C'est suffisamment rare pour le noter. Et merci beaucoup pour l'organisation de ce panel et de cette évaluation par nos clients. Alors, à quoi on peut attribuer ce succès? D'abord, on est dans une industrie qui lie beaucoup autour de son produit. Donc, évidemment, la première responsabilité d'un fabricant automobile, c'est de fabriquer des produits de qualité. Et Toyota a une réputation assez exceptionnelle de ce point de vue depuis très longtemps, que nous essayons de maintenir. C'est particulièrement le cas en Europe parce que l'exigence est extrêmement forte, la concurrence est rude. Et donc, continuer à assumer ce leadership en termes de qualité produit est important. Et c'est probablement la première valeur d'entreprise que nos clients attendent. Et puis ensuite, il y a une grande responsabilité qui est en train d'arriver chez les industriels automobiles, c'est d'assumer correctement, j'allais dire avec responsabilité vis-à-vis de nos consommateurs, vis-à-vis de nos clients, la transition énergétique. On est dans une industrie qui va beaucoup évoluer, qui doit décarboner massivement, après avoir pendant beaucoup d'années été probablement un contributeur négatif à la planète. Et on doit assumer cela. Alors Toyota a été, on parlait tout à l'heure d'effet de surprise dans les critères. Toyota a été extrêmement surprenant il y a 25 ans quand on a commencé à faire de l'hybride, là où personne ne nous attendait. On est maintenant dans un exercice de transition très important. On vend plus de 80% de nos produits électrifiés, la grande majorité étant hybride. Et on est maintenant dans un grand exercice pédagogique d'accompagnement des clients, d'accompagnement des usages pour effectivement transformer la mobilité. Donc c'est compliqué, ça nécessite bien sûr de le faire de manière digitale parce que les outils digitaux sont devenus extrêmement prégnants dans le parcours client, dans le parcours d'achat. Donc il faut intégrer déjà des éléments pédagogiques digitalement et puis surtout il faut continuer à avoir une expérience physique de grande qualité parce qu'on s'aperçoit qu'on est encore sur un produit complexe
qui nécessite beaucoup d'explications. Il était déjà complexe avant, il se complexifie encore plus. Je pense que beaucoup de consommateurs aujourd'hui d'automobiles, de mobilité, nous disent qu'ils ne savent pas quoi acheter, là où finalement l'achat était un peu plus simple auparavant. Donc ça nécessite beaucoup d'accompagnement. Alors on a des programmes pour cela, des programmes d'amélioration permanente de nos outils digitaux, et on n'était pas une industrie connue pour être extrêmement performant dans ces domaines-là. Bien sûr, la crise du Covid est passée par là et nous a fait progresser très rapidement. Mais c'est surtout aussi, et c'est la marque de fabrique de Toyota, continuer à assurer une relation personnelle entre nos collaborateurs et nos clients qui soit extrêmement forte. Donc on a l'ambition et la volonté de garder une expérience physique extrêmement prégnante. On parlait tout à l'heure également de la symétrie qu'il doit y avoir entre le bien-être des collaborateurs, leur perception et leur croyance dans les valeurs de l'entreprise et ce qu'ils arrivent à porter auprès des clients. C'est tout à fait vrai chez Toyota également. Et on a créé un concept qui est assez innovant et qui, je crois, rencontre un franc succès auprès de nos clients. C'est un concept de conseiller personnel. Auparavant, dans les concessions automobiles, vous aviez des vendeurs et puis des techniciens pour la prévente. Ces deux mondes-là ne se parlaient pas. Aujourd'hui, un client égale un conseiller personnel de la marque qui est son interlocuteur, quel que soit le service auquel il a besoin d'avoir accès, que ce soit la vente, la prévente. Voilà. Et ça, c'est extrêmement fort parce que dans des industries complexes, sur des produits complexes, sur des services complexes, il n'y a rien de plus satisfaisant pour un client et de plus rassurant pour un client et de plus fidélisant à la fin pour un client que d'avoir un interlocuteur qui lui donne confiance, qui l'écoute, qui comprend ses problématiques et qui lui apporte des réponses toujours satisfaisantes. Voilà. Et on est aussi dans une industrie où, bien entendu, la martingale, c'est de fidéliser. On est une des marques qui a la loyauté client, le taux de fidélité le plus élevé. Et ça aussi, c'est extrêmement satisfaisant parce que de la même manière qu'on investit dans des usines sur des temps extrêmement longs, on souhaite investir sur des clients sur des temps extrêmement longs et les satisfaire le plus longtemps possible. Voilà, et accompagner leur parcours de vie, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est intéressant, effectivement, à l'heure où on parle, et on va en parler ce matin aussi, d'intelligence artificielle, de chatbot, de parcours digitalisé. On entend au travers aussi de vos témoignages l'importance de la qualité des interactions humaines. Et c'est vraiment intéressant d'y revenir. Alors, vous êtes lauréat, ça veut dire que vous avez les meilleurs indices du podium de la relation client, qui est une moyenne des 15 critères que nous avons vus en introduction, donc un indicateur exigeant. Et alors, si on regarde cet indicateur sur l'ensemble des entreprises qui ont été évaluées, les 216, eh bien, on voit que cet indice est atone pour la 6e année consécutive. Alors, 6,6. Donc, on pourrait imaginer que finalement, garder cette première place est un long fleuve tranquille puisque rien ne change. Eh bien, non. Eh bien, non. En fait, derrière ces moyennes, eh bien, se cachent des batailles sur lesquelles nous allons revenir un petit peu en détail. Alors, nous allons commencer par des secteurs qui sont illustrés ce matin et qui sont représentés. Commençons par l'assurance. L'assurance qui caracole en tête du podium de la relation client depuis toujours avec un score cette année de 7,2. Et alors, s'il y a bien un secteur sur lequel le challenge est grand, c'est celui-ci. On a regardé en 2019, dans le top 10 des entreprises évaluées dans le podium de relations clients, nous n'avions que 2 marques d'assurance. Aujourd'hui, il y en a 5 dans le top 10. Donc, c'est dire combien le challenge est grand auprès des sociétaires de garder cette première place. Sur l'automobile, eh bien, on va observer une tendance un petit peu inverse. L'automobile est le 2e secteur avec l'indice le plus fort, avec un score de 7 sur l'indice du podium de la relation client. Et inversement, là où nous comptions en 2019 6 marques automobiles, nous n'en comptons plus qu'une. Alors, ça n'enlève rien au score de Toyota, mais c'est dire aussi combien c'est important, effectivement, de regarder ce qui se passe à travers les autres secteurs. La distribution spécialisée enregistre une progression constante depuis plusieurs années. Et on va voir en particulier que ce secteur progresse énormément sur ce pilier de l'émotion, un pilier qu'on sait très important et qui assure le succès des marques qui connaissent le podium aujourd'hui. Et enfin, on avait envie de revenir sur le secteur public. Pourquoi le secteur public ? Parce que il a toujours été un petit peu en queue de peloton. Et puis finalement, le Covid avait fait émerger une vraie capacité et une relation citoyenne renforcée. Et on voit que le secteur public maintient ce niveau post-Covid, qui n'est pas le fruit du hasard
fort de projets, d'ambition également à rendre chaque jour la vie du citoyen plus simple. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on retient? C'est que ce qui est très important finalement en expérience client, ce n'est pas uniquement de regarder son score de recommandation, sa note de satisfaction, voire même celle de son secteur, mais c'est bien d'avoir une veille sur l'ensemble des catégories, une veille transsectorielle, parce que les attentes finalement évoluent, les attentes des clients, les attentes des Français évoluent, et finalement, ils vont comparer ce qu'ils vont pouvoir vivre auprès de leur assurance, avec potentiellement ce qu'ils vont vivre au sein d'une concession automobile, d'où l'importance de cette approche transsectorielle. Alors, c'est d'autant plus important, effectivement, de se questionner, et vous le disiez, Sandra, cette question, cette remise en cause, rien n'est jamais acquis, c'est un élément clé, et on en veut pour preuve le fait que les nouvelles générations ont des attentes qui semblent un petit peu différentes, d'où l'importance de toujours se remettre en cause. En effet, si on regarde l'indice du podium de la relation client, vous voyez s'afficher à l'écran ici, en fonction des tranches d'âge, il y a une corrélation presque parfaite entre les tranches d'âge et l'indice du podium. On va s'arrêter sur les 18-29 ans en particulier, qui ont un score de 6,4, là où les plus seniors ont un indice du podium à 6,7. Et ce qu'on voit, c'est que les 18-29 ans sont beaucoup plus sévères sur l'exécution. Sur ce pilier de base, qui a un socle important, on voit que les 18-29 ans notent plus sévèrement ces scores, et notent plus sévèrement les marques sur ces scores. Alors, on a voulu regarder ce top 5, ce fameux top 5 que nous avons regardé en introduction sur leurs attentes, plus spécifiquement, et regarder quelles étaient celles spécifiques des 18-29 ans. Ce que l'on voit apparaître sur cette cible des 18-29 ans, c'est dans le top 5 et en 3e position, la cohérence multicanale, soit 9 places de plus par rapport à l'ensemble. La cohérence multicanale n'apparaît qu'en 12e position sur les 15 critères quand on regarde l'ensemble du panel, c'est en 3e position pour ces 18-29 ans. Cette cible qui est toujours en quête de plus d'instantanéité, de rapidité, d'usage de multiples canaux, d'entrer en relation avec les marques via les réseaux sociaux, de pouvoir démultiplier une approche et une relation beaucoup moins séquentielle, beaucoup plus, tentaculaire, finalement attendent plus que les autres cette cohérence multicanale, le fait d'avoir la même information, quelle que soit la porte ou la fenêtre par laquelle ils rentrent, d'où l'importance, encore une fois, de continuer à se questionner sur les attentes des Français. Donc, des places qui sont difficiles à avoir et des places difficiles également à garder. Alors, si on fait un petit zoom sur ce segment des jeunes, on sait que dans le secteur automobile, les usages changent drastiquement, la location, le covoiturage, les modes alternatifs. Franck Marotte, chez Toyota, comment vous adressez cette cible de clients? Comment vous les attirez, fidélisez? Comment vous leur parlez? Quelle est la relation client mise en œuvre auprès de ces segments de jeunes? Alors, cette cible, c'est évidemment un grand enjeu parce que ici présent, nous avons différentes industries. Je suis malheureusement l'industrie qui a la clientèle la plus âgée. On a une clientèle en moyenne qui a 58 ans en France. Donc, effectivement, capter la clientèle jeune est un grand enjeu. C'est d'autant plus difficile que nous vendons des produits unitairement qui sont chers et qui, pour beaucoup de jeunes, sont en dehors de toute proportion budgétaire qui pourrait prendre en compte. Alors, s'intéresser aux jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord avoir des offres produits qui correspondent à leurs besoins. C'est effectivement de plus en plus pour partie des voitures. Et de ce point de vue, on voit qu'il y a de plus en plus de différences entre les comportements urbains et les comportements non urbains. Et on a probablement trop tendance dans les médias à se polariser sur les comportements strictement urbains, avec la possibilité d'avoir des modes de mobilité alternatifs. Il se trouve qu'en province, on est encore un pays de territoire. Et en province, la voiture, j'allais dire traditionnelle en tant qu'objet, pas en tant que motorisation, mais en tant qu'objet, reste un besoin primaire pour des jeunes qui commencent leur vie, qui ont besoin d'aller travailler, qui font des enfants, qui ont besoin de vivre. C'est vrai que dans les villes, les choses évoluent. Il y a des alternatives et donc il faut avoir des propositions de produits qui répondent à ces nouveaux usages. Et puis le deuxième enjeu, c'est évidemment de répondre à la bourse de chacun et au budget que les consommateurs sont prêts à allouer, et en particulier les jeunes consommateurs. Sachant que, par leur mode de vie, ils ont aussi beaucoup évolué dans l'allocation budgétaire. Ce n'est pas forcément qu'ils gagnent moins bien leur vie, c'est surtout qu'ils allouent leur budget de manière très différente de ce qu'on constatait il y a une vingtaine d'années, quand l'automobile était l'alpha et l'oméga de la réussite sociale, et
le premier objet qu'on avait envie de s'acheter, c'était ça. Donc, comment on s'y prend? Alors, d'abord, c'est de répondre par une offre produit qui reste accessible. Donc, on reste présent et on est un des derniers constructeurs à rester présent dans les petits véhicules de petite taille, parce que par construction, les petits véhicules sont les moins chers. Donc, on garde des prix beaucoup plus accessibles par une offre produit par le bas. Et ça, en particulier, pour répondre à tous les enjeux de ceux qui veulent rester dans une automobile traditionnelle en termes d'objets. Et puis, on se diversifie dans les produits. On a lancé pour la première fois dans les réseaux automobiles un vélo cargo, justement pour l'usage urbain, où on peut emmener soit du matériel pour les professionnels, mais surtout aussi des enfants pour les particuliers. Et on voit que c'est un segment de marché qui est en très forte croissance. Voilà, donc c'est un des premiers axes de diversification. On se lance aussi de plus en plus dans les abonnements. On a de plus en plus des consommateurs qui ont des besoins variables selon les jours de la semaine, selon les périodes de l'année, et donc qui ont besoin d'avoir des offres qui répondent à ces besoins de manière extrêmement flexible. Donc c'est tout l'enjeu que l'on a avec nos réseaux de distribution, de mettre à disposition en permanence des abonnements extrêmement flexibles. Et puis après, par le prix, comme je le disais, eh bien, on continue à couvrir l'ensemble du marché, du spectre du marché, pour au maximum répondre à tous les besoins en termes de moyens et à toutes les bourses. Voilà. C'est vraiment notre stratégie. Et bien entendu, tout ça dans des modes de distribution qui évoluent très fortement. Le multicanal est devenu une règle pour les jeunes consommateurs. Pour ce qui est des abonnements, il veut même fonctionner 100% de manière digitale. On essaye quand même de les faire venir pour des expériences physiques quand il s'agit d'un achat automobile, mais on voit bien que la pertinence et l'amélioration de nos outils digitaux est devenu un passage obligé si on veut effectivement continuer à capter cette clientèle jeune. Alors Sandra, sur la cible des 18-29 ans, comment chez Nespresso on adresse cette cible et ta attente sur la cohérence multicanal en particulier? Alors, les nouvelles générations, et j'ajouterai à ça en plus la couche digitalisation de masse, qui définitivement aujourd'hui change les comportements de nos membres du club et bouscule un peu tous les codes de la relation client. Donc, à cet effet, qu'est-ce qu'on a fait chez Nespresso? On a entrepris une transformation super ambitieuse qu'on a baptisée Culture Client. Donc, elle s'est mise en place l'année dernière et en fait, elle visait premièrement à se renouveler, à casser un peu les silos ou les habitudes qui s'ancrent avec le temps et avec pour principal en fait objectif de répondre à cette logique omnicanal. De l'intégrer au sein de notre structure. Donc, par exemple, on a recentralisé l'ensemble de la gestion des commentaires clients, des feedbacks qui étaient plutôt traités par canal auparavant. On l'a centralisé pour mettre en fait tous les acteurs de cette relation client, de cette expérience client qu'on délivre, autour de la table dans le processus d'amélioration continue. Alors là, on voit déjà des incroyables bénéfices en termes de justement l'expérience qu'on délivre, et on parlait de cette qualité d'exécution, en agilité, en fluidité, mais surtout en cohérence, d'harmoniser un peu les initiatives au sein de l'entreprise, premièrement. On a aussi fait l'ajout d'outils, évidemment, dans la gestion de la relation client, on est équipé de multiples outils, et cet outil qui nous connecte aujourd'hui l'entièreté des services qui sont là pour répondre à une demande client de n'importe quel type. Aujourd'hui également, c'est aussi ce qu'on a mis en place pour répondre à ces attentes de fluidité, de meilleure personnalisation. Mais également, ce qu'on décode aujourd'hui, c'est vraiment dans cette exécution sans effort du côté du consommateur et de notre membre du club. Pour continuer à focuser sur les inspirer et les surprendre, et moins sur la mécanique aujourd'hui auquel ils vont être confrontés pour prendre l'expérience Nespresso. Merci Sandra. Et alors, à la Maïf, Pascal, comment on inspire, comment on attire ces jeunes sociétaires? Est-ce que le renouvellement générationnel est un enjeu
Oui, alors oui, c'est un enjeu. Hein. Franck parlait de 58 ans de moyenne d'âge du portefeuille de clients. Alors nous, on n'est pas dans cette situation. Malgré tout, l'âge moyen du portefeuille est un peu supérieur à 50 ans. Hein, et donc, il y a évidemment un enjeu de renouvellement. Alors c'est drôle que vous me posiez cette question sur les trentenaires. J'avais pas plus tard qu'hier soir la présentation d'une étude sur la Gen Z. Vous savez, cette génération Z de personnes nées après 1997 et qui ont cette caractéristique commune forte, c'est d'avoir toujours connu Internet depuis leur plus tendre enfance. Et une des conclusions de cette étude, un peu contre-intuitive là aussi, était de dire en réalité, les jeunes n'existent pas. Il n'y a pas d'homogénéité dans les attentes, dans les comportements, dans les modes de fonctionnement de cette génération. En revanche, derrière cette hétérogénéité, il y a des moments de vie. Et ces moments de vie sont autant d'instants où là, les comportements vont se retrouver. On s'installe, on commence à vivre en couple, on achète une voiture, un peu plus tard un appartement ou une maison. Ce sont des moments de vie où effectivement, là, il y a des comportements, des attentes qui sont spécifiques et on va, à la naïf, essayer de coller le mieux possible à ces moments de vie et donc à ces besoins spécifiques. À la fois dans l'offre et une offre qui non seulement répondent à ces besoins, mais qui répondent aussi à des exigences spécifiques de cette génération. Franck parlait des nouvelles mobilités, les vélos cargo, on pourrait multiplier les exemples. On va accompagner nos plus jeunes sociétaires sur la facilitation et des tarifs spécifiques, un bonus écologique pour les véhicules électriques, et favoriser aussi la transition du parc, sur de l'assurance emprunteur adaptée aux plus jeunes au moment de l'acquisition, et d'ailleurs avec une bonification de cette assurance emprunteur selon le coefficient énergétique de l'appartement qu'ils achètent, là aussi pour favoriser la transition écologique, et d'une manière générale des offres adaptées à leurs besoins spécifiques. Et puis, bien sûr, se pose de manière très particulière, vous le rappeliez, se pose la question des canaux d'accès et du niveau d'effort que cette génération est prête à consentir pour entrer en relation avec la marque. Il y a évidemment un développement, j'allais presque dire fulgurant, même si il est déjà ancien et progressif, mais quand même extrêmement rapide de la relation digitale, full digital, depuis l'entrée en contact avec la marque jusqu'à la souscription d'un contrat, et même au-delà d'ailleurs, dans la vie du contrat, sont des taux de progression de l'ordre de 25% par an de cette relation full digitale avec cette population, en tout cas. Et ça produit des résultats. Ça produit des résultats à la fois globaux. Notre NPS sur cette population est à peu près du double du NPS du secteur. Donc on continue à se différencier. Ça fait 20 ans qu'on a le prix de la relation client. On continue à se distinguer et on espère le faire longtemps. Et puis sur cette question de l'effort, on a interrogé nos jeunes sociétaires et les 3/4 d'entre eux, 74% exactement, nous disent qu'ils n'ont pas eu à consentir d'efforts pour entrer en relation avec la Maïf. Et ça, c'est évidemment un point qui est important. Merci beaucoup. Alors, on va faire un petit zoom sur le volet cette année de l'étude qui parle d'intelligence artificielle et notamment toutes ces technologies innovantes dont l'IA générative, et on a inclus les chatbots, les agents virtuels, tous les algorithmes qui exploitent la donnée client. Alors, au global, ce qui est intéressant de voir, c'est que 56% des Français interrogés attendent que cette IA vienne permettre d'améliorer la relation client. C'est un score qui n'est pas tranché, pour autant supérieur à la moyenne, 1 sur 2. Il y a une ouverture, en tout cas,
à utiliser ces technologies pour gagner en efficience, améliorer la relation client. Et quand on rentre dans le détail des tranches d'âge et qu'on fait un petit zoom sur les 18-29 ans, on va voir que même si toutes les populations sont concernées, c'est 73% chez les jeunes qui attendent ces améliorations. Donc on l'a dit, on est sur une population qui est très appétente à l'immédiateté, aux réseaux sociaux, qui a aussi une grande culture de l'écrit, à minima l'écriture phonétique, et qui donc est compatible et va pouvoir utiliser ces technologies de l'intelligence artificielle. C'est la slide suivante. Voilà. Donc, c'est le 73% là des jeunes, même si on voit que toutes les populations sont concernées. Et donc, si on compare un petit peu, l'IA, pourquoi faire? Quand on leur pose la question, et là, c'est au global sur l'ensemble des panels, c'est pour avoir davantage de joignabilité, d'accessibilité. C'est la première raison qui est encore plus forte chez les plus de 50 ans. Il y a aussi d'être plus réactif, plus efficace dans le traitement des demandes, être plus cohérent dans les réponses. On a parlé de cohérence multicanale. Donc, sans effectivement, il va y avoir clairement des opportunités au travers de l'intelligence artificielle et notamment générative pour améliorer la relation client. Ça, c'est une évidence. C'est ce qu'on voit dans les premiers cas d'usage sur le marché. L'automatisation, évidemment, ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années dans la relation client. Mais récemment, avec l'IA générative, on voit beaucoup la synthèse des conversations qui est mise en œuvre, l'exploitation de la voix du client, le traitement des demandes simples, des réclamations, par exemple. Et donc, ces cas vont se multiplier au service du client. Alors, pour tout ce qui est chatbot, agent conversationnel, on voit, et c'est la prochaine question du sondage, qu'il y a des craintes, des freins, des appréhensions encore. Les premières étant que la machine ne me comprend pas comme un humain. Elle me fait répéter, tourner en rond et elle m'inquiète. Elle va trop vite. Et c'est Raphaël Enthoven qui dit que la machine ne philosophera jamais non plus et seul l'esprit humain peut faire preuve de sensibilité, d'intuition, d'esprit critique. Et on pense qu'il y a clairement un positionnement de l'IA qui va être plutôt très éthique, très sécurisé, plutôt au service des conseillers, des collaborateurs, de ces personnes qui, tous les jours et de plus en plus, ont besoin d'un soutien extrême parce que, évoluant dans des environnements de plus en plus complexes, avec des clients qui ont des demandes de plus en plus complexes et de plus en plus d'exigences. Donc, c'est probablement là que le juste équilibre est à trouver avec des stratégies d'orchestration multicanale qui permettent de valoriser extrêmement le capital humain, sans surprise, et c'est ce qu'on entend dans vos témoignages. Merci Muriel. Alors, Pascal Demurger, peut-être une dernière question, parce que vous devez peut-être un peu plus tôt, mais vous êtes le bienvenu encore jusqu'au bout. Merci. Alors, Pascal Demurger, vous avez à cœur justement de toujours proposer, et vous le disiez aussi, ce meilleur des deux mondes, le monde digital, l'humain, et puis aussi les collaborateurs qui ont un rôle essentiel, leur apporter aussi des technologies pour les aider dans leur quotidien. Alors, comment l'intelligence artificielle a déjà sa place ou aura sa place demain dans cette relation sociétaire? Alors, vous avez raison, Karen, elle a déjà sa place, et ça depuis 10 ans en réalité. On a développé des intelligences artificielles en interne depuis effectivement une dizaine d'années. J'allais dire principalement sur deux registres. D'abord, en effet, essayer d'apporter une réponse plus rapide et plus pertinente à l'ensemble des flux qui nous sont adressés, qu'ils soient téléphoniques, par mail ou digitaux. Et on se parle évidemment de dizaines de millions de flux annuellement, bien sûr. Et ce traitement de la massification, ça veut dire être capable de qualifier un flux entrant et de le router vers la bonne personne, la personne la plus adaptée pour avoir la meilleure réponse et la réponse la plus rapide. Et puis, à côté de ce traitement de la masse, du nombre, il y a le sujet, au contraire, de la personnalisation. Et là, on a développé des outils d'intelligence artificielle justement pour aider nos conseillers à apporter une réponse très personnalisée. Expliquer, par exemple, ce qui est un sujet très compliqué, la composition d'un tarif. Un sociétaire qui demande de manière complètement légitime d'ailleurs pourquoi sa prime d'assurance est de tel montant ou pourquoi éventuellement elle a évolué dans un sens ou dans l'autre. On va avoir
l'intelligence artificielle va donner de manière complètement personnalisée pour ce sociétaire-là les éléments de réponse en cours de conversation. De la même manière, un sociétaire qui, par exemple, expliquerait qu'il souhaite aller prendre un contrat où il a eu un échange avec tel concurrent pour telle nature de contrat, on va avoir là une fiche explicative qui va proposer une comparaison, pas orientée, objective, une comparaison entre les garanties qu'on lui propose chez un concurrent ou le tarif, et puis ce qu'on lui propose à la Maïf, pour établir un dialogue totalement objectivé et qui fasse avancer des choses. De la même manière, l'intelligence artificielle va suggérer aux conseillers, pendant la conversation, des conseils complémentaires auxquels le conseiller aurait pu ne pas penser spontanément. Il va les utiliser ou pas, libre à lui de le faire, mais en tout cas, ça l'aide. Ça, c'est tout ce que l'on a déjà développé en matière d'intelligence artificielle. Et puis, évidemment, on va continuer. Et vous avez prononcé le mot magique, d'IA générative. Et c'est vrai que ça change complètement la donne. Ce qui est intéressant avec l'IA, en réalité, c'est que on peut, et c'est complètement paradoxal, on peut massifier la personnalisation. On peut avoir, grâce à l'IA, une relation complètement individualisée, complètement personnalisée, et ça en passant à l'échelle. Et évidemment, c'est un apport assez considérable. Et donc, on va bien sûr continuer à développer l'intelligence artificielle. J'allais dire à la fois au bénéfice de nos collaborateurs, pour faciliter leurs tâches, pour alléger leurs tâches, pour leur dégager du temps afin qu'ils se consacrent encore plus pleinement à la qualité de la relation avec nos sociétaires, et puis, bien sûr, pour enrichir le service au bénéfice de nos sociétaires. Ça, c'est vrai pour tous les métiers du réseau, c'est-à-dire en contact direct avec nos assurés. C'est vrai aussi, bien sûr, en back-office. On code avec l'IA, on simplifie et on automatise un certain nombre de tâches. En revanche, on n'a pas du tout une conception de l'IA comme étant une IA ayant vocation à remplacer. On est là pour enrichir, pour faciliter. On n'est pas là pour remplacer. On n'est pas du tout dans la perspective de profiter de l'intelligence artificielle pour réduire les effectifs, diminuer la masse salariale ou que sais-je. Ça n'est absolument pas le sujet. Ouais, vous savez, il m'arrive souvent de croiser des gens très quotidiennement et qui me disent vous savez, moi je suis sociétaire à la Maïf, etc. Et il faut que je vous raconte, j'ai eu une inondation, un dégât des eaux, un accident de voiture, que sais-je, j'ai appelé vos services et là je peux vous dire que j'ai été extrêmement surpris. Pas par la compétence, pas par le professionnalisme qui sont parfaits, mais c'est pas vraiment un élément de surprise. En revanche, j'ai été surpris par la gentillesse. Et c'est le terme qui revient le plus fréquemment. La gentillesse de vos collaborateurs. Ça, une IA ne le fera jamais. Donc évidemment, on va maintenir très durablement cette relation humaine qui fonde notre singularité et qui fait qu'on a ce prix de la relation client. Merci. Alors Franck, chez Toyota, vous disiez les parcours se digitalisent de plus en plus. Vous avez aussi une histoire autour de la donnée client très éthique et avec des stratégies très solides d'utilisation de ces données. Comment vous traitez aujourd'hui ce sujet de l'intelligence artificielle? Alors, Pascal a dit beaucoup de choses qui constituent en grande partie aussi notre ADN chez Toyota. Alors, je commencerai par ajouter déjà l'utilisation de l'IA dans tout notre processus de conception et de fabrication. Ça, c'est assez spécifique à notre métier, mais ça va évidemment révolutionner notre manière de faire des voitures, ce qui veut dire que potentiellement l'IA va nous aider à les faire plus vite, nous faire gagner beaucoup de temps dans la conception et la fabrication, à les faire potentiellement moins cher, et aussi de meilleure qualité. Donc, 3 paramètres qui sont quand même fondamentaux dans la satisfaction client plus bas dans la chaîne. Alors ensuite, nous, notre philosophie de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est évidemment de l'intégrer complètement dans nos processus. On a commencé à le faire depuis quelques années.
On commence à l'intégrer dans nos parcours CRM, dans la gestion de nos données. Mais exactement comme l'a expliqué Pascal, à aucun moment notre objectif est de remplacer. À aucun moment notre objectif est de se substituer à un collaborateur qui va avoir une relation. Je parlais tout à l'heure des conseillers personnels qui doivent être le point d'interaction permanent potentiellement de tous les clients qui ont un besoin dans la marque. Ce point d'interaction doit rester une personne physique qui va exprimer des sentiments, qui va apporter une assistance personnalisée. Et par contre, effectivement, l'IA va aider à... On a des flux qui sont massifs. On vend 150 000 voitures par an, véhicules neufs par an en France. On a 1 million de clients qui roulent avec des Toyota en France. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir gérer des flux qui sont très importants, même si la qualité de nos produits est très élevée. Néanmoins, nos clients ont en permanence des besoins. Et on voit bien dans toutes les enquêtes internes que l'on peut avoir que pour rester sur le podium, il faudra qu'on continue à gérer une relation très personnelle avec les 1 million de clients qui utilisent nos produits au quotidien sur le territoire national. Donc, l'IA va nous aider à gérer les flux, à gérer les données, à le faire de manière parfaitement éthique aussi. Dans le respect strict, on peut gérer beaucoup plus finement les critères RGPD quand on utilise l'intelligence artificielle et alimenter le collaborateur, qui est le conseiller personnel et intime du client, eh bien, à l'aider en permanence à faire ce qui finalement est l'alpha et l'oméga de la réussite de la relation client, c'est faire vite et bien. Puisque lorsque nos clients nous contactent parce qu'ils ont besoin de nous, et en particulier les jeunes, qui sont adeptes de la rapidité, eh bien, il faut qu'on fasse vite et bien. Et de ce point de vue, eh bien, l'IA doit être en permanence un support d'assistance du collaborateur pour qu'il fasse toujours plus vite et mieux. Voilà. Ce sera ça notre motto pour les années à venir et dans la construction de notre architecture d'intelligence artificielle dans l'entreprise et surtout dans l'aide que l'on pourra apporter aux collaborateurs. Et bien sûr, quand ils feront vite et bien, ils se sentiront mieux et le client le ressentira aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, et ça nous permettra de rester là où on est. Merci. Sandra, alors la même question. Pour Nespresso, l'intégration de l'intelligence artificielle, la stratégie, la vision en matière de relations clients. Alors effectivement, donc l'innovation et l'innovation technologique, c'est effectivement, ça fait partie de rester toujours pertinent. Mais sur les dernières années, surtout l'avènement ChatGPT, pour ne nommer que lui, on est plus dans une phase d'apprentissage en continu. Puisqu'effectivement, on se dit qu'il y a d'énormes opportunités à sublimer l'expérience de nos clients, optimiser notre relation et la rapidité des services et des demandes. Mais aujourd'hui, on veut le faire vraiment, effectivement, on l'a nommé plusieurs fois, éthique, la sécurité, de garantir cette sécurité, de cette conformité autour de nos pratiques et cette utilisation aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Donc, on a commencé en fait plus un apprentissage, une montée en compétences, un développement de notre expertise au travers de l'IA avec les équipes internes, de les exposer effectivement à l'utilisation de tous ces nouveaux outils. Donc, on a notre propre chat GPT, le Nest GPT, le GPT Nespresso sécurisé. Et on a aussi effectivement déployé des copilotes au travers des différents services pour effectivement, premièrement, l'intégrer totalement dans nos modes de travail. Donc, ça nous aide à faire des résumés de réunion, à classifier des actions. Et je peux vous dire que c'est super intéressant de voir à quel point on s'adapte vite en fait à ces nouveaux outils. Donc, pour l'expérience collaborateur, on a effectivement aussi beaucoup travaillé sur l'automatisation au service du collaborateur. Donc, toutes les tâches un peu chronophages et complexes qui sont dans nos métiers, l'historisation, de savoir comment on classifie une demande client ou juste cette partie de savoir où la demande, dans quel service elle doit aller. Donc, ça, c'est toutes les tâches automatisées qui simplifient la vie de nos collaborateurs. Et l'ambition, en fait, c'est de trouver, comme tout le monde, je pense, ce bon équilibre entre l'innovation technologique et tout ce qu'elle peut amener comme bénéfice,
et cette interaction humaine qui reste quelque part au centre. Pour une marque comme Nespresso, une marque passionnelle, on veut créer des émotions positives. Voilà, donc de trouver le bon équilibre et tout ça en sécurité, en conformité. Trouver le juste équilibre, vous l'avez Exactement. dit, et ce sera le mot de la fin de cette édition. Nous étions très heureux de nous retrouver tous ce matin, plus de 500 personnes connectées. Nous serons aussi très heureux de nous retrouver pour la soirée de remise des prix de célébration le 2 avril. Et nous félicitons encore tous les lauréats de tous les secteurs, les lauréats ici présents. Merci pour ces témoignages très, très inspirants. Et puis, vous pouvez évidemment retrouver ce webinaire pour ceux qui n'ont pas pu le voir en direct en replay sur le site du podium de la relation client. Et puis également 127 rapports disponibles. Toutes les entreprises classées disposent d'un rapport. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes Kantar et Bearing Point pour pouvoir avoir accès à vos données. Encore un grand merci à tous les trois. Vous avez illustré parfaitement tout ce qu'on avait envie de souligner ce matin. Et puis, on vous souhaite de vous retrouver l'année prochaine. On souhaite également. Grand plaisir. Au moins autant. Merci. Merci et bonne journée.